À la fin de l'année 1941, il y a toujours deux résistances. La France libre à Londres et la résistance intérieure en France. Les deux ont progressé et se sont étoffées, mais jusque-là, elles se sont développées séparément. L'arrivée de Jean Moulin à Londres allait précipiter les événements. L'ancien préfet d'Eure-et-Loir a choisi de dire non aux Allemands dès 1940. Il a alors 41 ans. Révoqué par Vichy, il prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Fin 1941, il décide de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, De Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France. C'est la mission Rex. Il presse Jean Moulin d'achever l'unification de la résistance. Le 27 mai 1943, une réunion décisive a lieu en plein Paris occupé. Elle rassemble sous la présidence de Jean Moulin des représentants des principaux mouvements de résistance de zone nord et de zone sud, ainsi que des partis politiques et des syndicats. Tous reconnaissent l'autorité du général de Gaulle. La naissance du CNR est une étape majeure pour la résistance. Avec la réintégration des partis politiques, c'est l'embryon d'une représentation nationale qui se reconstruit et c'est toute la France combattante qui se place derrière de Gaulle. Les liaisons de plus en plus régulières avec Londres augmentent les moyens. Bientôt, les forces armées des différents mouvements sont regroupées au sein des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Mieux équipés et mieux structurés, les mouvements de résistance osent à partir de 1943 des opérations de plus en plus spectaculaires. Les sabotages se multiplient contre les installations allemandes, les voies ferrées ou les entreprises françaises travaillant pour l'Allemagne. De leur côté, les réseaux livrent toujours plus de renseignements. En 1944, Londres reçoit près de 1000 télégrammes par jour et 2000 plans par semaine. Les tirages de la presse clandestine augmentent de façon impressionnante. La fabrication de faux papiers ne cesse de se développer et de s'améliorer. En 1942, Défense de la France monte sa propre centrale de fabrication de faux papiers qui lui permet de faire des faux de plus en plus irréprochables. En 1943, les mouvements inondent la France de faux papiers pour saboter le STO. On est loin du bricolage de 1940. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers. À partir de 1943, la résistance va pouvoir compter sur l'apparition d'une force nouvelle et inattendue, les maquis. Jusque-là, ils ont été quasiment inexistants. La résistance est essentiellement urbaine. La loi sur le STO de février 1943, qui oblige les jeunes hommes de 20 à 22 ans à partir en Allemagne, va pousser une partie de la jeunesse vers les maquis. Une minorité de ces réfractaires deviendront des résistants, des maquisards. Alpes, Jura, Massif central, un peu partout des milliers de jeunes prennent le maquis. Les maquis vont privilégier la lutte armée et les opérations de guérilla. Mais eux aussi manquent de tout. Le soutien des villages environnants est alors essentiel. Les parachutages en provenance de Londres fournissent une aide précieuse. Mais l'armement et l'argent
reste toujours insuffisant. La veille du 6 juin, la BBC a envoyé le signal du débarquement à la résistance. Elle a reçu pour mission d'épauler le débarquement allié en désorganisant au mieux les défenses allemandes. Saboter les lignes de chemin de fer, couper les lignes de communication ou mener des actions de guérilla afin de retarder les renforts allemands. Le 6 juin 1944 au matin, partout les résistants entrent en action et accélèrent la libération. Le 15 août, un second débarquement a lieu en Provence. Cette fois, les Français y sont en force derrière le général Delattre de Tassigny. L'armée allemande prise en tenaille recule rapidement. Les Alliés remontent au plus vite vers la frontière allemande en empruntant les grands axes et foncent en direction du Rhin. À la mi-août, Paris est à portée de main. Sur place, les résistants décident l'insurrection et élèvent des barricades. Ils reçoivent rapidement le renfort de la 2e division blindée de Leclerc. Le 25 août, les Allemands se rendent. Le jour même, De Gaulle arrive à Paris et dès le lendemain, alors que des coups de feu sont encore tirés dans les rues, De Gaulle descend les Champs-Élysées. Spontanément, des milliers de Parisiens se précipitent à la rencontre de l'homme du 18 juin. Pour De Gaulle, c'est un véritable sacre populaire qui fonde sa légitimité politique pour longtemps. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Cette vision d'une France insurgée se libérant elle-même ne correspond pourtant pas à la réalité. Les résistants ont toujours été extrêmement minoritaires, quelques centaines de milliers, jamais plus de 4 ou 5% de la population. Militairement, leur rôle fut modeste. Ils se sont bien acquittés de leur mission, ils ont gêné les Allemands, mais ils n'ont pas libéré la France. La résistance a permis à la France de sauver l'honneur et de réintégrer le camp des vainqueurs. Que serait en effet devenue la France sans la résistance? Un pays qui pendant 4 ans se serait résumé au régime de Vichy et que rien n'aurait racheté. Une France qui, face aux nazis, n'aurait offert que le visage de la collaboration et de la trahison.